24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti. Ma nouvelle invitée est une journaliste depuis une trentaine d'années, notamment pour la presse agricole, ce qui l'emmène à s'installer en Dordogne au début des années 2000. Ma nouvelle invitée est l'autrice de 2 guides autour de 2 engagements forts dans sa vie personnelle. L'un sur la pratique départementale du cyclotourisme publié en mai 2010, le second qui s'apprête à sortir sur l'orientation scolaire des jeunes en situation de handicap. Ma nouvelle invitée, c'est Claude-Hélène Ivard. Bonjour Claude-Hélène. Bonjour Emma. Alors, nous nous connaissons de longue date, par la pratique de notre métier, le journalisme. Depuis 2012, c'est la date de mon retour en Dordogne, après avoir terminé mes études à Paris et y avoir fait mes premières armes. À l'époque, tu débutais ta collaboration avec Aquipresse. C'est un site d'information en ligne et tu couvrais l'actualité régionale, d'abord l'Aquitaine et puis la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux juste nous dire en 2 mots qui avait fondé ce média ? Alors ce média avait été fondé par Joël Aubert, qui était un journaliste très connu dans la profession, qui avait fait une grande partie de sa carrière à Sud-Ouest et qui avait été à la direction de Sud-Ouest. Et puis en 2011, je l'ai rencontré à Bordeaux et il m'a proposé de débuter une collaboration sur la Dordogne. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour lui en Dordogne et un petit peu en Gironde. Et tu développais de nombreux sujets, notamment liés à la ruralité, Dordogne oblige. Oui, et puis Joël, avec cette fibre du bien vivre de la ruralité, moi c'est toujours des sujets qui m'ont toujours intéressée, tout ce qui touche à la ruralité. J'avais dit en fin de mes études de journalisme, je sais que les carrières se font à Paris, mais moi je veux être journaliste à la campagne. Et ça, à l'époque, ça avait beaucoup fait sourire mes camarades de promotion. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait la majorité de ma carrière journalistique dans des départements ruraux. La Dordogne n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, mais voilà, c'est une réalité. Voilà, et ce qui m'a amené à traiter pas mal de sujets agricoles, mais aussi de société et liés au tourisme. Alors justement, donc oui, la ruralité c'est une spécificité de la Dordogne, mais c'est aussi une spécialité pour toi, parce que après plus de 10 ans d'expérience dans la presse agricole. Oui, c'est vrai que alors les hasards de la vie ont fait que pratiquement à la sortie de mes études, j'ai travaillé 10 mois dans un média agricole dans un autre département, à la mise en page et un petit peu sur le terrain. J'ai continué dans un autre département où j'ai eu la rubrique agricole. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé pour un hebdomadaire rural et agricole suite à une belle rencontre à Bordeaux, d'où mon retour en Dordogne en 2003. Je suis arrivée en Dordogne en mai 2003, un département où j'ai des liens intimes familiaux. Donc ça a été facile de se retrouver ce beau département. Je précise que tu es installée à Marsac. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur l'évolution du métier d'agriculteur que tu as particulièrement suivi, de tes débuts qui ont été marqués par un assassinat, en Dordogne en tout cas, jusqu'aux récentes manifestations assez impressionnantes, on les a couvertes ensemble. Alors, dans ma carrière liée à l'agriculture, il y a 3 événements qui m'ont marqué. Le premier, c'est la crise de la vache folle. C'était en Mayenne.
je débutais et j'entends encore les hurlements de cet éleveur. Il n'y avait pas les indemnités, qui, lorsqu'il a vu les gendarmes lui prendre ses bêtes, et c'est un souvenir terrible pour moi, puisque j'étais... Voilà, même si on doit faire son travail, il y a quand même l'humain. Les grandes manifs agricoles autour du lait des années, alors ça remonte un peu aux années 95, dans l'ouest de la France, c'est quelque chose qui m'ont marqué. Et puis en Dordogne, je n'oublierai jamais l'assassinat en septembre 2004 des 2 inspecteurs du travail. Dont un était un inspecteur de la MSA, et surtout que j'ai suivi le procès, un des rares procès d'assises que j'ai couvert en Dordogne, pour un média agricole, donc avec toute la dimension particulière. Mon regard aujourd'hui sur l'agriculture, moi j'ai énormément de respect pour les agriculteurs. Ce sont des chefs d'entreprise avant tout. Ils ont beaucoup de résilience dans ce qu'ils font. Il y a des normes à n'en plus finir, des contraintes, mais il y a aussi de belles réussites. Et c'est vrai que j'aime bien parler des belles réussites, parce qu'il y a aussi des agriculteurs qui arrivent à conduire leur ferme, mais c'est très très dur, et j'ai un énorme respect et estime pour eux, pour cette profession. On a l'impression que la situation n'évolue pas tellement, parce que là, tu parlais de la vache folle, on a la grippe aviaire qui fait encore des dégâts, et des agriculteurs qui sont démunis quand on décime une partie de leur troupeau. Et on voit toujours ces manifestations autour du revenu agricole. Enfin, c'est vrai que c'est un dossier complexe, très ancien, mais moi aujourd'hui je serais beaucoup plus inquiète sur le changement climatique qui les impacte. On sait que de l'agriculture de tout temps, ils jouent avec le climat, la météo, et là ils sont pas à l'abri. Et je pense que c'est une donnée à prendre en compte, et là ça va au-delà de la question du revenu. Mais je refuse de me considérer comme une spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a un attachement, il y a un respect immense pour cette profession. On le sent ici. T'as 2 autres dadas. On commence par lequel? Le vélo. Allez, le vélo. Alors le vélo, c'est très particulier, puisque en fait je suis journaliste depuis 93. J'avais à peine 20 ans, pas tout à fait, parce que j'ai la particularité d'avoir fait des études avant et des études pendant. Au niveau des écoles de journalisme, et ça va faire presque 30 ans que je conduis de front des engagements bénévoles associatifs au niveau du vélo, et soi-disant une carrière professionnelle dans la presse. Petite fierté de dire que j'ai 32 ans de carte de presse. Voilà, ça c'est une réalité. Quel numéro? 76 085. Donc voilà, c'est vrai que je suis à la fois attachée à cette profession, je suis attachée à mes engagements associatifs. Alors j'ai eu plusieurs mandats locaux, départementaux et nationaux surtout. Alors j'ai plus aucune fonction au niveau local, mais même si on a fait de belles choses au niveau local, de belles manifestations. Voilà, mais j'ai surtout aujourd'hui des engagements nationaux. Alors, je précise, Claude-Hélène Ivard, donc que tu es au bureau de la Fédération française de cyclotourisme. C'est bien ça. Je suis secrétaire adjoint
Donc toujours membre du bureau, c'est ma 5e année au bureau, donc je suis dans mon 2e mandat consécutif suite à les élections de l'an dernier. Et je suis rédactrice en chef de la revue nationale de la fédération, qui s'appelle Cyclotourisme. Donc le cyclotourisme, comment dire, promeut la pratique du vélo, loisir, sur route, à VTT. Gravel aussi. D'accord. Différents tout types de pratiques. Moi, j'aime même à dire que le cyclotourisme est un chemin sous différentes formes. Et c'est un parcours d'engagement bénévole qui a été couronné, récompensé par 2 médailles. Je me trompe ? Alors, j'ai eu une médaille, la médaille d'argent jeunesse et sport par l'ancien ministère des Sports. Et j'ai une médaille de la fédération. Mais je suis pas très médaille, c'est pour les vieux. En tout cas, le guide que tu as publié aux éditions Sud-Ouest, il s'appelle... Alors c'était un petit guide paru aux éditions Sud-Ouest, c'est 24 circuits à vélo. Alors il y en avait pour tout niveau, de une trentaine de kilomètres. En Dordogne. Sur la Dordogne, 24 circuits, comme le département, avec 2-3 circuits accessibles à tous. Et puis des circuits un peu plus sportifs, mais il est un peu ancien. Et si on devait faire un tome 2, je ferais aujourd'hui, je raconterai autre chose en termes de patrimoine et de découverte. D'accord. Et cyclotouriste. Claude Hélène, le vélo, c'est aussi une histoire de cœur, parce que tu as rencontré ton mari quand même, il me semble, par ce billet. Oui, alors c'est vrai que ça... C'est un peu un fil conducteur. Il est vrai que j'ai rencontré mon mari dans un club de vélo. Et pour la petite histoire, on s'est mariés à la mairie de Bordeaux en tandem. Et le tandem, il s'est jamais défait. On y tient. Même si on fait d'autres pratiques, de temps en temps, on reprend le tandem. Je pense que voilà, et c'est le premier achat qu'on a fait. On n'était même pas mariés pour rigoler. Et vous avez embarqué vos 2 enfants aussi dans cette pratique. Ils en font moins, mais ils ont fait du vélo. Ils aiment bien, surtout le deuxième. Ils nous ont accompagnés petits dans nos balades, dans nos promenades, dans nos voyages. Et on les a laissés faire d'autres sports, parce que c'était important qu'ils choisissent leur propre sport. Mais l'aîné, ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait de vélo. Il me dit « j'aimerais bien reprendre, c'est sympa le vélo ». Donc on se dit on n'a pas tout perdu en fait. Alors justement, tes enfants, tu vas nous dire quels âges ils ont, comment ils s'appellent. Ils sont l'objet en fait de ton 3e engagement. Alors, sur la 3e partie, il n'y a pas d'engagement associatif parce que je pense que le bénévolage, vu le nombre d'heures que ça représente, mais on va dire on touche à ma vie de maman. J'ai 2 enfants à profil un petit peu particulier. Donc l'aîné est caractérisé au potentiel. Il a une dysgraphie qui se manifeste plutôt par une lenteur d'écriture. Et il a un trouble déficitaire de l'attention. Ce qu'on appelle trouble 10. Alors, il est TDA, le premier. Trouble de l'attention. Ouais, trouble déficitaire de l'attention. Et le second est un joyeux mélange, un joyeux cocktail. Donc lui est ce qu'on appelle un multidys sévère. Donc il est dysgraphique, dyspraxique. Il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voilà, donc ça crée au fil du temps des modes de fonctionnement très, très différents et souvent un combat pour l'inclusion. Un parcours du combattant pour l'inclusion pour les scolaire. parents.
pour les parents. Un vrai parcours du combattant. Bon, faut savoir que pour Flavien, le deuxième, on a été plus de 5 ans en errance diagnostique. Voilà, les premières alertes. Alors lui, il parlait pas du tout à la maternelle. Donc on voyait bien alors qu'on avait eu son frère aîné qui parlait comme un livre à 2 ans, voilà, et que le relationnel aux autres était difficile. On s'est posé beaucoup de questions. Une première instit avait fait son travail, mais il a fallu beaucoup d'aventures et de combat d'abord pour mettre des mots sur ce qu'il avait. Énormément de souffrance, mais je m'étalerai pas sur la souffrance. Et ça a été un combat de des années pour qu'il aille à l'école normalement. Voilà. Alors bon, je passe les périodes d'hospitalisation, les périodes de déscolarisation, il n'y a pas une année scolaire qui a ressemblé à une autre, en fait. Tu as écrit donc un guide qui va paraître aux éditions Studirama. Le guide, moi je l'ai conçu comme une gigantesque boîte à outils utile aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes étudiants. Donc après la 3e, il s'adresse aux familles, aux parents, et j'espère aux enseignants. Et puis l'idée, c'est de dire, il y a des enfants comme ça qui ont qui ont envie de faire des études poussées. Et souvent, on les freine. Et voilà. Et moi, j'ai dit, mais si c'est possible avec l'aménagement. Donc voilà, moi, je l'ai conçue vraiment comme une boîte à outils. Elle est pas exhaustive parce que effectivement, ça m'a été confirmé, a priori, ça n'existait pas. Donc, j'ai cherché des informations sur les droits, les ressources disponibles, les associations, les outils spécifiques. Voilà, à aller chercher. Et puis, je me suis dit, il faut quand même, tout n'est pas tout beau, tout rose dans la manière de faire les études. Il faut que j'agrémente ce livre de témoignages concrets. Donc, dans les témoignages concrets, il y a de belles histoires d'étudiants qui ont réussi. Et puis, il y en a qui ont eu un petit peu plus de difficultés. Et de parents aussi. Des parents qui ont accepté de témoigner de la galère qu'ils vivent au quotidien. Voilà, j'ai une maman dont la fille a un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qui est en terminale à 18 ans et demi, en phobie scolaire. J'ai une étudiante malvoyante qui est partie en Erasmus 1 mois avec une peur bleue pour ses parents dans le cadre d'un échange Erasmus en Italie. Il y a le député de la Dordogne, Sébastien Pétavy, qui témoigne de son propre parcours d'études. Allant la loi de 2005, donc c'est un témoignage intéressant parce qu'en plus il est chargé de mission de l'évaluation de la loi et il témoigne un petit peu de ses conditions d'études. Donc on est au début des années 2000, donc on est avant la loi de 2005. Donc on le comprend, hein, c'est l'un des objectifs de cet ouvrage, c'est d'encourager ces jeunes en situation de handicap à être ambitieux dans leur choix d'études et leur désir professionnel. C'est ça. Et surtout de se saisir des outils pour être accompagné au mieux et pour réussite. Alors il y a des représentants de l'éducation nationale qui ont accepté avec difficulté d'être dans le livre aussi. Alors on encourage toutes les personnes qui se sentent concernées par la lecture de cet ouvrage à le lire. Et merci beaucoup Claude-Hélène. Il y a une autre personne qui parle bien du handicap, c'est Grégoire.
Et tu as choisi un titre qu'on en connaît moins de cette qui est un peu ancien, et je trouvais qu'elle correspondait assez, puisqu'on est sur un handicap invisible. On n'est pas dans sa chanson, on est sur un handicap invisible, qui est la majorité des handicaps, puisque mes enfants, on parle plutôt d'handicap invisible, ça se voit pas, même quand on discute avec eux. Alors, la chanson s'appelle Mon handicap, et on se quitte avec ce titre. Bonne écoute. Merci beaucoup, Claude Hélène. Merci. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde, qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.